Bonjour et bienvenue dans l'entretien de Rémi. Aujourd'hui, nous avons comme invité l'avocat et fondateur de Sherpa, William Bourdon. William Bourdon, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, président de Sherpa et également avocat pour Transparency International. Pour une personne qui ne connaîtrait pas le Sherpa, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est, quelle est sa principale mission? Jusqu'en 2000, j'étais secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et donc, j'ai été un des acteurs à compter de la guerre en ex-Yougoslavie, avec d'autres, pour promouvoir la justice pénale internationale. C'est-à-dire cette idée que il fallait à tout prix faire la promotion d'une juridiction internationale. Ensuite, ça a été évidemment, après les deux tribunaux ad hoc, ex-Yougoslavie-Rwanda, de la Cour pénale internationale. J'ai créé Sherpa en 2002 avec cette idée que le 21e siècle serait le siècle de combats difficiles pour mettre un terme aux impunités des grands acteurs économiques, privés ou publics. Qu'il s'agisse de ceux qui ont énormément de pouvoir, qui sont en même temps très irresponsables, qui organisent leur irresponsabilité et qui, par leur action, provoquent des grands dommages sanitaires, environnementaux, sociétaux, ou tout simplement confondent l'État avec leur poche personnelle, les kleptocrates. Ok, c'est donc ce qui capte les deniers publics. Vous avez obtenu récemment la condamnation de Théodore Obiang, qui est le vice-président de la Guinée équatoriale. Pourquoi cet intérêt pour les dirigeants africains? On pourrait penser que j'ai initié des procédures bien mal acquises en 2007, puisque j'ai eu cette idée farfelue, mais qui se révèle pas totalement idiote. Que la justice française pouvait enquêter s'agissant des immeubles luxueux et qui ne pouvaient pas être acquis par, sauf à faire un coup extraordinaire au casino, mais uniquement par les salaires de ces gens, de ces dirigeants. J'ai eu l'idée de déposer cette plainte bien mal acquis, qui est devenue une grande affaire. Voilà. Je sais pas, même si j'aime beaucoup l'Afrique, je me sens un peu africain, j'y vais souvent. Il n'y avait pas de volonté particulière de s'intéresser aux chefs d'État africains. Simplement, tous ces clans ont fait ces acquisitions en France avec le sentiment d'une grande tolérance et d'une grande complaisance des autorités françaises pendant des années et des années. Donc, ça se voyait que le nez au milieu de la figure, il y avait le nom de toute la famille dans les pages jaunes ou sur le Minitel à l'époque. Bon, ensuite, on a sorti les relevés de cadastre, les actes notariés. Mais bon, quasiment visible partout. C'était visible partout. Donc c'est leur arrogance qui fait que je me suis intéressé à eux. C'est pas moi qui ai été les chercher. Maintenant, faut souhaiter que d'autres juristes, d'autres ONG prennent le relais. On l'a fait contre Rifat El Assad, quand même, qui est l'oncle du boucher de Damas, voilà, en Ouzbékistan, et puis il y a bien d'autres pays où il faudrait le faire. Mais enfin, moi, je ne souhaite pas le faire partout. Il faut toujours diversifier les acteurs. Il vaudra mieux. Alors, venons-en à votre rapport à la Mauritanie. Donc, l'un des premiers rapports, je dirais, c'était le rôle que vous incarnez dans le film d'Abderrahmane Sissoko, Bamako, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que la Banque mondiale est en partie responsable de certains maux en Afrique? C'est une question trop compliquée pour répondre par oui ou par non. Franchement... vous pouvez développer si vous voulez. Non, c'est une question très compliquée. En quelques mots comme ça... il y a eu, pendant une période, une politique d'ajustement structurel, parfois imposée de façon très brutale, qui a conduit à des privatisations, à des baisses de salaire aussi brutales, et dont les effets ont été catastrophiques. En tout cas, les remèdes ont été parfois bien pires que le mal.
Mais ça n'a pas toujours été aussi caricatural. Oui. Et depuis, il y a eu une inflexion quand même de la politique de la Banque mondiale qui commence à intégrer dans la mise en œuvre de ces programmes d'ajustement et d'assistance à ces pays une exigence de vigilance sur la bonne gouvernance, sur les facteurs environnementaux, sur l'usage des biens publics. Alors c'est pas le cas dans tous les pays, tout ça est encore très contrasté. Il y a une inflexion qui est tout à fait insuffisante, qui est ambiguë, mais il y a une inflexion. Ok, on retiendra votre point de vue. Venons-en à la Mauritanie. Vous avez intenté, je crois, quelques procédures en Mauritanie. Il y a eu le rapport de Sherpa en octobre 2017. Qu'on reproche aujourd'hui justement les Sherpa aux dirigeants mauritaniens? Non, Sherpa s'intéresse à toutes les kleptocraties. Oui. La preuve, c'est la procédure bien mal acquise dont on vient de parler. Et d'autres pays sont actuellement l'objet de l'intérêt des équipes de Sherpa. La Mauritanie, c'est devenu un cas caricatural. Voilà, un militaire qui prend le pouvoir, qui prend des engagements de lutte contre la corruption et qui, semble-t-il, dans une fuite en avant, où semblent s'organiser des mécanismes pas toujours très sophistiqués, mais de prédation des ressources publiques pour lui, son clan, à l'occasion d'un certain nombre de marchés ou d'appels d'offres qui indiquent qui pourraient être truqués. Donc, assez naturellement, Sherpa a fait ce rapport il y a quelques années, a fait un rapport actualisé qui ne semble pas beaucoup plaire, puisque j'apprends qu'il y aura une plainte qui va être déposée contre moi et Sherpa, ce qui me laisse... Je m'en fiche complètement, vraiment. Ah oui. Puis on est sûr de gagner, vous savez, on gagne tous les procès à Sherpa. Alors, il ne faut pas vendre la peau des plaignants avant le verdict, mais enfin on est quand même assez confiant. Puis tout ça est très documenté, le fruit d'une enquête très sérieuse, donc voilà, mais il serait bien qu'on s'intéresse plus à la Mauritanie, qui a bénéficié d'une espèce de silence pendant des années, qui est lié sans doute à sa position géopolitique un peu stratégique, largement instrumentalisée dans la lutte contre le terrorisme. Il y est quand même question de marché de gré à gré pour l'aéroport, pour une centrale électrique. Oui, il y a 5-6 dossiers très précis sur lesquels on a reçu beaucoup de documentation, y compris de personnes ressources, je ne vais pas écrire lesquelles, mais de personnes ressources. On a documenté, on s'intéresse là à 2 autres dossiers dont on reparlera dans quelques mois. Qui sont concernés? C'est des personnes ou plutôt des sociétés, des entreprises? C'est un ensemble d'acteurs. C'est ceux qui sont les responsables et les bénéficiaires des mécanismes de prédation autour d'Aziz. Oui. Président Aziz. Président, oui. Ouais. Et puis là, certains... L'entourage proche qui est... C'est son entourage proche et une forme de népotisme qui accompagne souvent le despotisme et la kleptocratie, tout ça va ensemble. Et puis il y a les entreprises qui, de gré, plein gré ou un peu sous la contrainte, parce qu'ils ont peur de perdre des marchés, acceptent de rentrer dans des canaux et des filières en connaissance de cause du fait qu'en y rentrant, ils vont favoriser, permettre, faciliter des mécanismes qui ne sont là que pour enrichir une quinzaine de personnes. Donc oui, il y a des entreprises qui sont effectivement dans notre radar, absolument. Ok, donc venons-en maintenant à votre second lien, disons, avec la Mauritanie. Est-ce que lutter contre les crimes économiques, comme vous le dites justement, passe par un certain rapprochement de certains opposants, comme par exemple Biram Da'abed? On a vu dans plusieurs apparitions... Qui, pardon? Biram Da'abed. C'est, disons, le chantre de la lutte contre l'esclavagisme en Mauritanie. Alors, mon engagement contre les crimes contre l'humanité, contre l'esclavage, est très ancien. Donc, vous savez, un pays qui est sous le joug d'un despotisme, qui subit de graves violations des droits de l'homme, il y a une accélération de la répression en Mauritanie qui ne vous a pas échappé. Ouais. Compte tenu des engagements qui sont les miens, ça aurait pu être d'autres avocats. C'est pas totalement farfelu, absurde que des gens comme Biram ou d'autres viennent vers moi pour les accompagner dans le cadre de leur combat. Moi, j'ai pas d'obsession de m'occuper de tel ou tel pays. Il y a une cohérence à ce que je me retrouve l'avocat finalement d'un certain nombre d'acteurs. C'est finalement assez naturel. Ok. Il n'y a pas, des points de convergence entre la lutte contre l'esclavage et les crimes économiques? Tout ça, ça participe d'un même ensemble, d'une même mécanique despotique, où l'obsession de rester au pouvoir à tout prix, parce qu'on y voit avantage pour s'enrichir, et c'est aussi un moyen de retarder le moment où peut-être on craint
d'être contraint. Oui. De devoir rendre des comptes. Voilà. Justice, oui. Donc ça passe par un emballement de la machine répressive. Bon, cet emballement, au fond, les violations de droits de l'homme escortent toujours la grande corruption. Parce que les grands corrupteurs ont toujours besoin à un moment donné de mater les opposants, quels qu'ils soient, quelles qu'en soient les inspirations, pour justement favoriser la pérennité de leur système de prévarication. Donc il y a une cohérence à ce que les plus grands corrupteurs, les plus grands criminels d'argent soient aussi parfois les plus grands criminels de sang. Allons encore plus loin dans cette question. Il s'est dit à Nouakchott, surtout dans les rues mauritaniennes, que vous êtes également l'avocat de Wulbou Amatou, qui était proche du président à un moment donné et qui l'est plus aujourd'hui. C'est pas il se dit, c'est une notoriété publique. Je suis l'avocat, je suis l'ami de Mohamed Bouamatou, qui est un grand homme d'affaires que j'aime beaucoup, qui est aussi un grand bienfaiteur, qui a créé, qui a permis la réhabilitation du lycée français pour des montants très importants à Nouakchott, qui a créé la grande fondation ophtalmologique qui permet d'avoir à des milliers, des millions, en tous les cas des dizaines de milliers d'Africains d'avoir accès à des soins ophtalmologiques de grande qualité gratuitement. Donc c'est un mécène. Il faut souhaiter qu'en Afrique, il y ait de plus en plus de Mohamed Bouamatou. Lui, il est venu vers moi, il m'a été recommandé par un ami. On a eu un bon contact et je suis son avocat pour ses affaires, pour certaines de ses affaires. Et je l'accompagne, bien sûr, parce qu'il est aujourd'hui victime d'une espèce de logique de persécution très lourde, mise en œuvre par Aziz, son clan, ses infidèles, des conseils, des officines. Donc ça, évidemment, c'est du boulot. Mais la démarche, c'est pas une démarche politique. Là, c'est une démarche d'avocat, c'est une démarche amicale. Et je suis très heureux et très fier de défendre Mohamed Bouamatou, qui est une très belle personne. Ok, on a compris votre point de vue. Venons-en maintenant aux leaks dont les révélations nous parviennent chaque jour. Sherpa, est-ce que Sherpa s'intéresse déjà aux affaires des leaks, des Wikileaks par-ci, des Swiss Leaks par-là? Est-ce que Sherpa s'intéresse par exemple à ces affaires à dimension internationale? Non. Tout ONG qui s'intéresse à la lutte contre la corruption, l'argent sale, est intéressé par ce que révèlent ces leaks, c'est-à-dire un grand système opaque, la dark side de l'économie financière. Mais dans ce dossier, j'ai un rôle particulier. En tant qu'avocat, j'ai défendu Antoine Deltour, LuxLeaks, Hervé Falciani, à l'origine de SwissLeaks, enfin en partie de SwissLeaks. Il y a bien d'autres acteurs et surtout des poursuites contre HSBC qui sont clôturées hier par une transaction avec le parquet national financier. C'est dans la presse aujourd'hui, ce matin. Je suis l'avocat, étant l'avocat grand lanceur d'alerte, ayant contribué à lancer ce mouvement, mais évidemment je suis intéressé par les leaks. J'ajoute que, peut-être vous ne le savez pas, mais j'ai créé au mois de mars à Dakar, avec un bureau à Johannesburg, PLAF, qui est la plateforme africaine de protection des lanceurs d'alerte. Avec 2 bureaux, 2 PL, 2 AF. Oui. J'invite les auditeurs à aller sur le site. Et donc, du coup, je suis l'avocat avec d'autres partenaires africains d'un certain nombre de grands lanceurs d'alerte africains. Venons-en aux lanceurs d'alerte. Par exemple, pour Sherpa, est-ce que vous avez des lanceurs d'alerte, je ne sais pas moi, au Burkina Faso, au Sénégal, en Mauritanie ou au Zimbabwe? Comment est-ce que ça se passe pour la... On est en contact avec des partenaires en Afrique, des ONG. De temps à autre, on peut être en contact avec des citoyens africains qui ont envie de partager les informations sur des graves atteintes à l'intérêt général, et Dieu sait s'il y en a, d'ailleurs pas simplement en Afrique. Sauf qu'en Afrique, on risque sa peau, à la différence des autres continents, même si l'Afrique n'a pas, même si l'Afrique n'est pas le continent qui a le monopole des exactions, il y en a bien, oui. Il y en a des horribles aussi, en Asie, on le sait. Et en Chine, en Amérique latine. On a parlé d'Hervé Falciani. Donc je suis l'avocat. Donc vous êtes l'avocat. Comment est-ce que ça s'est terminé pour lui? Est-ce que ce n'est pas finalement très risqué pour tout lanceur d'alerte, quel que soit le continent, que ce soit en Afrique ou en Europe? Alors maintenant, non. Parce que moi j'ai créé PLAF pour diffuser des mécanismes de protection de lanceurs d'alerte, notamment en Afrique. Ouais. Donc on essaie de travailler avec un parlement d'un grand pays d'Afrique de l'Ouest pour faire passer une loi protectrice des lanceurs d'alerte. Dans les 47 pays du Conseil de l'Europe et dans les 28 pays de l'Union européenne, il y a un mouvement
en direction de la protection des lanceurs d'alerte, qui est insuffisant, avec des lois qui évidemment ne sont pas parfaites, mais c'est un grand mouvement irrésistible qui fait que, sous la pression des citoyens, mais aussi parce que les États ont compris le bénéfice qu'il y avait à les protéger, parce que ça leur permet aussi d'avoir accès à des informations essentielles au moment où les caisses des États sont parfois un peu vides. C'est pas inutile de s'appuyer sur le lanceur d'alerte pour faire revenir parfois des milliards. Et puis ça permet aussi de prévenir des scandales parfois très lourds qui éclaboussent des dirigeants privés ou publics qui ne cherchent qu'une chose, c'est à s'enrichir jour après jour. À s'en épargner, à s'épargner, pas forcément, je parle en Europe. La prévisibilité du risque, c'est justement faire l'économie de scandales ou de catastrophes qui parfois vous tombent lourdement sur le coin de la figure. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir Merci beaucoup. Au revoir, messieurs. C'était l'entretien de Rémi avec William Bourdon. À bientôt sur rmiinfo.com.